Chers auditeurs, bonjour. Je suis en compagnie du sonneur. Le sonneur, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci à vous de m'inviter. Le sonneur, musicien, cogneur sonitif. Le sonneur cognitif. C'est selon les jours, selon l'humeur. Nous allons parler aujourd'hui d'Augustin Cochin, des sociétés de pensée. Augustin Cochin et le rôle des sociétés de pensée dans la Révolution française. Ouais. Alors, le sonneur, qui est Augustin Cochin? Tout d'abord, c'est un héros de la Première Guerre mondiale. Il est issu d'une famille assez connue. On connaît l'hôpital Cochin, ça doit être son grand-oncle, quelque chose comme ça. Et lui était donc officier, capitaine d'infanterie. C'est un héros dans le sens qu'il a été blessé plusieurs fois à la guerre et chaque fois il est revenu au combat pour ne pas quitter ses hommes jusqu'au jour fatal du 8 juillet 1916 lors de l'offensive de la Somme. Il était blessé au bras, il avait le bras cassé, il a voulu absolument rejoindre l'offensive. Donc il a quitté son dispensaire en contrant l'ordre des médecins et il a rejoint le front. Et à la tête de son unité, il est mort en reprenant le village d'Ardecourt-au-Bois. Moi, il m'a intéressé à ce titre-là. Et il m'a intéressé après un double titre, au titre de la réinformation, dans ce sens que, si vous voulez, à chaque élection, maintenant, pour revenir un peu dans l'actualité, à chaque élection, tout un chacun peut se sentir cocu parce que c'est pas le gars qu'on aurait voulu, c'est pas tel candidat, puis en fait, ce qu'il dit, il le fait pas. On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Que nous apprend Augustin Cochin? Donc, Augustin Cochin est mort jeune, donc il est mort à moins de 40 ans, 39 ans, je crois, en héros. Augustin Cochin, c'est à l'origine, c'est un fort en thème qui s'est décidé finalement à passer le concours de l'école des Chartes, c'est-à-dire l'équivalent de Normal Sup, si vous voulez, et donc qui est rentré premier, sorti premier de l'école des Chartes. Donc c'est ce qui fait les archivistes en France, les gens qui peuvent aller dans les archives nationales, tout ce qui est recueil historique. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse capacité de travail et qui n'a pas peur d'aller fouiller tous les registres. Et donc son travail a été de s'intéresser, il est tombé dans des archives départementales sur les cahiers de doléances. Alors là, je peux peut-être faire un petit insert historique à la phase de la Révolution française. Je pense que ça sera utile un peu à tout le monde de remémorer cette affaire. Louis XVI, si vous voulez, la couronne de Louis XVI a besoin d'argent suite aux dépenses faites pour l'indépendance des États-Unis, 1776. La couronne a besoin d'énormément d'argent et il n'y a pas moyen d'enlever sans convoquer les États généraux. Donc les États généraux sont convoqués. C'est un audit, en fait, en quelque sorte. Les États généraux, c'est une sorte de convocation des trois ordres. L'ordre, l'aristocratie, l'ordre religieux et le tiers-état, ce qu'on appelle le tiers-état, c'est-à-dire la bourgeoisie. Et donc ça n'avait pas été convoqué depuis des centaines d'années, parce que je crois par Louis XIV, il s'était méfié Et puis il y avait avec l'influence des philosophes du XVIIIe siècle, la bourgeoisie avait pris une ampleur incroyable, et justement, c'est ce qu'on va voir. Donc, Louis XVI est obligé de convoquer les États généraux pour lever des sous. Les États généraux écrivent, donc c'est au niveau très local, c'est une sorte, les paroisses, etc., sont convoquées et écrivent leur cahier de doléances, c'est ce qu'ils veulent. Comme vous dites, une sorte d'audit, quoi. Voilà, c'est les gens qui disent, voilà, chez nous, il faudrait refaire tel pont, enfin, etc. Et ça, dans tout le royaume de France, dans tous les pays de France. Et ces cahiers de doléances sont portés à Versailles par des porte-paroles. Ces porte-paroles se constituent en assemblée constituante, oublient leur rôle de porte-parole, font un coup d'État, se disent assemblée constituante avec le serment du jeu de paume, et en 10 jours, on a le 14 juillet, l'abolition des privilèges la journée du 4 août, et la déclaration des droits de l'homme. Très vite, si vous voulez, on a une révolution. La révolution française s'est faite en un tour de main qui a étourdi tout le monde, en fait. Et à partir de là, que découvre Augustin Cochin, justement? Alors voilà, et Augustin Cochin s'est dit, mais en fouillant les archives, il regarde les cahiers de doléances, donc les documents réels, et il s'aperçoit qu'aussi bien qu'il aille en Bretagne, qu'il aille en Franche-Comté, qu'il aille en Bourgogne, il remarque en fait, d'une part, ce sont les mêmes idées qui sont imprimées,
et d'autre part avec le même vocabulaire. On dirait maintenant un copier-coller. Oui, chaque cahier de doléances, peu importe la région, sont à peu près les mêmes. Voilà. Et ça le stupéfait, en fait. Il se dit, mais comment se fait-ce ? Parce que les gens, ils avaient leur dialecte, ils avaient ceci, ils avaient leur particularisme. Tout ça est gommé dans une sorte de nouveau vocabulaire. C'est un peu d'ailleurs ce qu'exprimera plus tard monsieur qui s'appelle Monsieur Delarpe sur comment finalement le changement de langage a été opéré à la Révolution française. Enfin bon, je reviens à Augustin Cochin. Et Augustin Cochin creuse et se dit, il y a eu donc un principe unificateur, mais qui n'est pas connu, puisqu'il n'apparaît nulle part. Et donc, toute sa démarche est une démarche du commissaire Maigret, on va dire, de tirer le fil d'une enquête, de comprendre comment se fait-il que ces cahiers de doléances, qui sont à la base, encore une fois, de doléances assez pratiques et communales, se retrouvent être l'ingrédient, le moteur de la Révolution française. Oui, comment se fait-il ? Donc il va tirer le fil et il va tomber très vite sur ce qu'on appelle les sociétés de pensée. Et donc il va s'intéresser à ce que c'est, leur sociologie et leur façon de faire. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il s'inspire un peu de Durkheim, c'est-à-dire le pape de la sociologie au début du siècle, parce qu'il s'est intéressé aux faits sociologiques des sociétés de pensée. Alors société de pensée, il faut expliquer en 2 mots. Société de pensée, ça veut dire que ça n'est pas une société qui a un but dans le réel. Ce sont des sociétés qui ont un but qui est juste dans l'irréel, dans on va dire... Du jus de cerveau, des idées. Du jus de cerveau. Le royaume des nuées, on va dire. Il y a sous Socrate, il y avait Aristophane qui avait fait une pièce qui s'appelait comme ça, le monde des nuées ou quelque chose comme ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la seule chose qui est demandée, c'est de penser et d'opiner. Le grand mot de cette époque, c'est opiner, c'est-à-dire dégager une opinion affranchie de toute efficience, de tout effet sur le réel. Donc en fait, si vous voulez, les sociétés de pensée ont d'abord... En gros, c'est les francs-maçonneries, on va dire. Ça s'appelle société de pensée, mais ça recouvre les francs-maçonneries. Oui, à l'époque, c'était la franc-maçonnerie. Voilà. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui définit un petit peu le clivage droite-gauche, c'est-à-dire que les sociétés de pensée, en réalité, partent d'idées, partent d'idéologies pour arriver au réel, alors que, historiquement, on partait de l'empirisme et de l'observation pour arriver à une pensée. Voilà, ça, on leur demande... donc là, c'est un peu ce que j'appellerais leur façon de faire. Augustin Cochin dit qu'en 1780, la France était parcourue de 800 loges. C'est énorme. Et donc, en fait, ça avait infiltré le royaume de façon incroyable. Ce sont ces loges, en fait, qui ont rédigé les cahiers de doléances. Alors voilà, c'est ça qu'explique Augustin Cochin, c'est par quelle magie, finalement, les cahiers de doléances, cette espèce d'uniformité, comment s'est-il retrouvé que cette uniformité se retrouve dans tous les patelins de France ? Alors, il explique ça parce qu'en fait, ces choix étaient faits. Donc là, on rentre, si vous voulez, un peu dans la cuisine, dans l'arrière-cuisine de la confection de ces cahiers de doléances, et qui est le fonctionnement des sociétés de pensée. Alors, les sociétés de pensée marchent comme ça. C'est une société en pyramide, c'est-à-dire qu'il y a une base assez large. Pour monter d'un grade, il faut être coopté. Même pour monter dans le premier grade, il faut être coopté avec le système, ce qu'on appelle de blackboulé. C'est-à-dire, c'est assez drôle comme système. C'est-à-dire, les pairs sont là pour faire rentrer un impétrant, pour accepter un impétrant. On a des boules qu'on met dans une cuve, dans un panier, et on a une boule blanche ou une boule noire. Si dans le panier il y a une boule noire, l'impétrant est rejeté, il n'est pas accepté. C'est toujours le cas encore aujourd'hui. Paraît-il, le dîner du siècle fonctionne. Voilà, donc en fait, ça doit être un système qui marche. On ne change pas un système qui marche. Et donc, c'est toujours ce système qu'on appelle, on dit en français, blackboulé. Ça vient de là, alors ? Ça vient de là, oui. Ça vient de là, blackboulé. On s'assure comme ça, la société de pensée s'assure comme ça que votre avis trop dissonant va être écarté. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, émerge de ces sociétés de pensée la même pensée, parce qu'en fait... elles ont blackboulé, justement, toutes les personnes qui pensaient de manière différente. Voilà. Et elles ont un côté de séduction qui est cette idée, si vous voulez, de liberté.
Mais tout dépend à cette époque-là, qu'est-ce qu'on appelait liberté. C'est-à-dire que les impétrants laissent, si vous voulez, à cette époque-là, si vous voulez, les gens étaient bien sûr de catholiques, ils étaient dans une classe ou aristocrates, enfin nobles, du clergé ou du tiers-état, et ils étaient dans un métier, et donc ils étaient dans des corporations, ça s'appelait des corps de métier. Et en fait, l'intérêt, la séduction des sociétés de pensée, c'est qu'elles promettent aux impétrants que finalement, peu importe d'où ils viennent, ils laissent ça au vestiaire, ils laissent leur grade, ils laissent leur métier, ils laissent leur religion. Il y a ce côté, c'est ça qu'ils appellent liberté. Et donc en fait, ça veut dire finalement, si vous voulez, c'est comme si vous vouliez construire un avion en vous affranchissant de la gravité universelle, si vous voulez. Puisqu'il n'y a pas de but effectif. Il n'y a pas à avoir d'effet d'efficacité. Ça doit juste être du jus de crâne. Donc en fait, le seul but de ces sociétés de pensée est de dégager une opinion, ce qu'ils appellent d'opiner. Et donc ils construisent, on va revenir au cahier de doléances, vous allez voir, la façon dont ils construisent cette opinion, donc le résultat de l'acte d'opiner, c'est l'opinion. Ils construisent l'opinion de la façon suivante. Ils se réunissent avant la réunion principale, plénière, en petits groupes. Ils sont, mettons, 10. Ils savent qu'ils vont rentrer dans une réunion de 100 personnes, qui, eux, viennent de tous horizons. Eux savent exactement ce qu'ils veulent. Ils ont préparé leur affaire, leur coup. Et à la fin, les gens ont leur opinion qui diverge. Eux, par contre, ils sont organisés. Et donc, finalement, leur avis l'emporte. Alors qu'ils sont minoritaires. Par contre, ils sont solidaires, minoritaires. Et du coup, du groupe, ils ne se prévalent pas. La décision ne se prévaut pas d'être une décision de 10, mais d'être une décision de 100. Ils font croire que ça vient d'en bas. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la confiscation de la volonté générale. C'est exactement ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes. On nous a présenté des gens, je vais les nommer, comme Jérôme Rodriguez ou Levavasseur, etc., qui ont utilisé ces méthodes, qui ont fait croire que leurs propos étaient majoritaires ou représentaient les Gilets jaunes, alors que pas du tout. En fait, c'était des petits groupes d'activistes, Levavasseur, Bernard Tapie, Jérôme Rodriguez, le NPA. Et c'est avec ces méthodes que, via justement les cahiers de doléances, les mêmes méthodes, toujours les mêmes méthodes et les mêmes personnes, ont pris la parole à la place des autres. Oui, justement, je crois que vous êtes bien placé pour avoir suivi de façon presque extensive l'épopée des Gilets jaunes. Et on voit bien la différence entre ces sociétés de pensée qui, en 10 jours, renversent un régime et imposent ce qu'ils avaient élaboré pendant une 50aine d'années environ. Parce que je rappelle, la franc-maçonnerie arrive en France en 1723 environ. Donc on voit cette différence. En 10 jours, la Révolution française est en place. Au bout d'1 an et demi de Gilets jaunes, il n'y en a rien qui a pu en sortir. Voyez. Et oui, puisque tout a été justement détruit avec ces mêmes méthodes. Et on a bien justement, avec ces histoires de grands débats, finalement, c'était joué sur le terrain de l'ennemi. Parce que, exactement, les débats, c'est exactement le territoire sur lequel ces sociétés de pensée sont à l'aise, maîtrisent. C'est leur domaine de prédilection. Maîtriser le consensus, confisquer le consensus. D'une part, avec cette histoire de tireurs de fil, ce que les Anglais appellent wire puller, les gens qui tirent les fils, d'un cercle intérieur qui finalement, en faisant peur aux autres, en les impressionnant, en jouant de leur ignorance, si vous voulez, arrive à emporter comme ça le consensus et à s'en prévaloir. Et c'est ça, ils confisquent la volonté générale et qui, après l'avoir confisquée, font croire, s'en prévalent. Voilà. Et à ceux qui seraient réfractaires, il y a l'arme du fait accompli, c'est-à-dire on leur dit « Mais non, mais vous êtes les seuls réfractaires, tout le monde ici a adhéré. Vous allez qu'avoir un politique qui dit moi, dans mon département, ça se passe comme ça. » Vous voyez, les gens, c'est toujours cette même méthode de se prévaloir. Ils se prévalent du fait accompli, c'est-à-dire d'avoir fait leur entourloupe au point A, au point B, au point C,
et puis pour finalement convaincre le point Z que tout le monde est d'accord. Et donc vous allez quand même pas vous opposer à l'opinion générale. Tout à fait, tout à fait. On peut refaire le parallèle avec les Gilets jaunes. On le voit dans certains groupes de Gilets jaunes, par exemple, où il ne faut pas parler d'islam. Ah bon ? C'était pourtant un fait. Les gens en parlaient dans la rue, dans les premiers actes. Ils en parlaient. C'est un sujet qui occupe l'opinion publique de manière très, très importante. Et effectivement, on voit certains groupes, non, c'est interdit parce que ça divise, etc. Toujours les mêmes méthodes. Voilà, parce qu'en fait, il y a une boucle qu'il faut comprendre. De cette histoire de blackboulage, ça marche comme ça, de proche en proche, pour faire une pyramide. Et donc, les degrés supérieurs connaissent les niveaux inférieurs, mais les niveaux inférieurs ne connaissent pas les niveaux supérieurs. Et donc, en fait, il y a une espèce de boucle où les injonctions qui viennent de la base de la pyramide descendent de façon antérieure dans les loges au plus bas niveau. Le sujet est discuté avec le petit cercle, avec l'injonction qui vient d'en haut. Le petit cercle arrive à la réunion plénière. Et finalement, avec ce système de coagulation du groupe, ils arrivent à emporter le consensus général en faisant pression, toujours avec cette histoire de fait accompli. Et de proche en proche, ça remonte. Et donc, en fait, l'idée qui vient d'en haut, du coup, devient une idée qui a été approuvée, soi-disant, par la base. Ils font croire que ça vient d'en bas, alors que c'est pas le cas. Voilà. Ça marche toujours aujourd'hui. On voit le cas sur toutes les lois sociétales. Alors, à ce propos, le sonneur, comment on peut faire pour éviter ce genre d'entourloupe quand on se retrouve dans une assemblée générale, dans un groupe de gilets jaunes et qu'on commence à vous dire, faut pas parler d'immigration, faut pas parler d'islam. On voit bien ces méthodes qui sont mises en place. Que faire ? Moi, je pense déjà la première chose, c'est d'être au courant de l'entourloupe dans lequel on est. Parce que donc c'est un peu le but de cette émission, qui doit être une bombe pour les gens, de comprendre que c'est fini d'être cocu maintenant. Il faut comprendre les méthodes. Le jeu. C'est fini de se faire avoir au bonneto, puisque c'est simplement cette histoire-là. C'est juste une entourloupe et sous couvert de cette entourloupe, on vous ferme le clapet. Et donc, à partir du moment où les gens sont conscients de l'entourloupe du magicien, ils dénoncent le magicien, il vous met l'attention sur un endroit et il se débrouille de l'autre côté. C'est pareil, les sociétés de pensée, toutes ces structures-là, font en cachette leurs décisions, arrivent en séance plénière et tout est décidé d'avance. Donc, c'est valable pour les partis, les syndicats et toute structure qui se prévaut d'un débat. Oui, les assemblées générales. Les assemblées générales. Voilà. Et donc, c'est quelque chose que les francs-maçons appellent l'art royal en plus. Ils appellent ça l'art royal. Cette façon de manipuler, de confisquer ce qu'ils appellent la volonté générale. Et donc, il faut être conscient que ce mot même de volonté générale ne veut rien dire. Que c'est une fabrication qui vient de cette espèce de boucle qui vient d'en haut et qui descend en bas et qu'on vous refait remonter comme ça. Un petit peu toute l'arnaque de la démocratie, finalement. Toute la démocratie, exactement. Alors, on pourrait se dire, peut-être ces gens-là sont bien intentionnés. Alors maintenant, on va peut-être s'intéresser à quelle est leur idéologie, finalement. Quel est le fondement sur quoi ils se basent, ces gens-là. Donc, oui, qu'est-ce qui les motive, voilà, au final ? Qu'est-ce qui les motive ? Donc, on a dit au départ... La liberté, c'est ça qui fait séduction dans les libertés. Donc, mais la liberté, au premier sens, c'est la liberté de Dieu. Ça veut dire que l'homme, donc on est en pleine période des Lumières, c'est-à-dire que l'homme s'est dit tout d'un coup, il va s'affranchir de son Créateur. Il va décider lui-même de ses règles et de sa propre finalité. Si vous voulez, c'est comme si un violon fabriqué par Stradivarius décidait tout d'un coup qu'il en a marre de jouer des sonates de Beethoven ou je ne sais quoi, et qu'il préfère être des allumettes. Oui, l'homme nouveau. Voilà. Et toute cette philosophie d'un homme nouveau a percolé pendant tout ce temps dans ces sociétés de pensée qui étaient philosophiques, comme je le dis, sont devenues politiques et sont devenues révolutionnaires. Et à l'origine, il y a donc cette idée de se libérer donc du Créateur. C'est la tentation de Satan dans la Genèse, non serviam, je ne servirai pas. Et donc c'est la tentation que Satan dit aux hommes, vous serez comme des dieux, choisissant le bien et le mal.
sicut eritis secut Dei, sapiens bonum et malum. C'est exactement ça, c'est l'homme se définit lui-même sa propre finalité. Par ce péché d'orgueil, il définit lui-même sa propre finalité. Et c'est bien ce que veut dire volonté générale, c'est-à-dire qu'on va se mettre ensemble et on va décider que finalement, on avait une finalité qui nous avait été donnée par la loi naturelle, par les 10 commandements. Et nous, on va décider, non, tout ça, on met ça au rebut, on décide nous-mêmes ce pourquoi on est fait. Je vous dis, c'est l'équivalent, c'est un Stradivarius qui dirait, non, finalement, je préfère finir en allumette. L'ordre nouveau contre la loi naturelle. Voilà. L'ordre nouveau contre la loi naturelle. C'est-à-dire que ce que tu nous expliques, c'est que ces gens, en fait, ce qui les motive, c'est la destruction de la loi naturelle et de Dieu. Ouais. Et de Dieu. Mais alors, comment c'est possible? Alors, c'est ça pourquoi on est à une époque où on se dit, mais comment on peut arriver à des aberrations d'un type en barbe qui vous dit je vous permets pas de m'appeler monsieur. Enfin, ça a fait le tour du comment on peut arriver à des aberrations pareilles. Mais en fait, c'est normal parce que ce qui est naturel doit être renversé par cette philosophie sataniste. Satan est connu pour être le dieu de l'inversion. Oui, quand on retourne une croix... Voilà. Et donc, il est impensable de trouver quelque chose qui aille dans l'ordre du chose, puisque les principes même de cette société est de mettre le chaos. Et donc, on a beau s'interroger, on se dit, mais comment est-ce possible? C'est en dépit du bon sens? Ben oui, c'est en dépit du bon sens, et c'est fait pour. Et c'est conçu pour. Ordo ab chaos. Voilà. Et c'est conçu pour, donc et tant que les gens ne sauront pas que finalement... Dans n'importe quelle réunion comme ça, où finalement l'idée des gens, c'est pas ce qui est retenu dans les actes finaux, il faut qu'ils comprennent quel est le cheminement, qu'est-ce qui s'est passé comme entourloupe, et qu'ils la dénoncent, qu'ils la connaissent et qu'ils la dénoncent, et qu'ils n'en soient plus dupes. Il faut déjà prendre conscience et après pouvoir montrer du doigt les gens, leur dire tout ça de quelle loge ça vous vient, ce discours, voyez? Donc si demain, il devait y avoir de grands bouleversements, peut-être un gilet jaune beaucoup plus dur, il faudra que les gens qui nous écoutent puissent réagir. En fin de compte, c'est ça le message. Que chacun soit capable de dénoncer ces méthodes. Tout à fait. C'est déjà première chose. C'est pour ça que je m'appelle le sonneur cognitif. Je sonne les cloches pour réveiller la conscience des gens, comme l'Angélus sonne les cloches pour avertir du danger musulman et que les musulmans se convertissent. C'est ça l'Angélus, qui sonne dans tous les villages qui devrait sonner dans tous les villages de France. Et donc j'aime bien cette idée du sonneur qui avertit. Réveillez-vous. Comment ça se fait que Augustin Cochin soit si peu connu? Alors, très bonne remarque. C'est quelque chose d'absolument essentiel à comprendre. Donc, effectivement, les œuvres d'Augustin Cochin, qui tiennent effectivement dans 2 œuvres qui s'appellent « Les sociétés de pensée et la démocratie moderne », c'est son premier livre, et son deuxième livre qui s'appelle « La révolution et la libre pensée ». Donc ça, il faut bien comprendre que du coup, la Révolution française et donc la façon dont elle a été organisée a été vue comme la mère de la révolution bolchevique. Or, la révolution bolchevique qui a donné le soviet, tout le monde sait qu'après la guerre de 40, l'Union soviétique et le communisme étaient l'apogée, la fin heureuse des peuples. C'était quelque chose comme l'aboutissement choyé. Et la France, en 1945, l'intelligentsia, au moment du partage du pouvoir par De Gaulle a laissé toute la partie intelligentsia aux communistes. La culture, les universités, la presse, l'enseignement, et en particulier l'université. C'est le creuset dans lequel les idées vont après diffuser dans l'enseignement, dans les livres, dans la presse, etc. C'est le cœur nucléaire d'un régime, en fait. Et il s'est trouvé que quiconque, dans les universitaires, si vous voulez, vous avez des professeurs avec des chaires, et ils ont des thésards, et quiconque aurait voulu citer Cochin et ses œuvres était blackboulé, au sens qu'il était mis au placard. Et donc il y avait un thésard, effectivement, lui qui voulait avancer dans l'enseignement universitaire, par bon sens,
ne pouvait absolument pas s'intéresser aux travaux d'Augustin Cochin. Il était mis sous le tapis, quoi. Voilà. Alors, à quel moment ça a pu changer ? Ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'en 1974, Alexandre Solzhenitsyn, qui avait écrit L'archipel du Goulag, dénonçant l'horreur absolue du communisme en URSS, est devenu prix Nobel avec L'archipel du Goulag et a commencé ses conférences en Occident. À partir de ce moment-là, la figure tutélaire qui était un peu la clé de voûte de l'université française communiste, s'est effritée. À partir de ce moment-là, toute la structure, comme une clé de voûte qui s'enlève, si vous voulez, l'architecture, la construction communiste a pu être délitée. Et donc, il y a des gens comme François Furet qui, en 1978, a mis une petite touche à citer Augustin Cochin et a invité ses propres thésards à creuser cette piste. Et donc, en particulier avec la personne qui préface le livre-là, Patrice Guénifet, qui a effectivement travaillé sur toutes ces histoires de suffrage au moment de la Révolution. Alors là, on peut faire un petit encart intéressant, c'est que les gens pensaient que sous l'ancien régime, on était sous forme despotique. En fait, non. Il y a Machiavel qui dit même quelques siècles avant, la France est un pays hérissé de libertés. Sauf que les libertés, elles étaient au pluriel. Les gens avaient des libertés. Ils avaient des libertés qui correspondaient à leur situation réelle. Et les pays de France avaient l'habitude de fonctionner en démocratie. Et donc, ils élisaient des gens qui connaissaient pour un programme qu'ils connaissaient. Et avec la Révolution française et la mainmise des sociétés de pensée, c'est tout le contraire qui s'est passé. On demandait aux gens d'élire pour des gens qui ne connaissaient pas, pour des programmes qu'ils ne connaissaient pas. Alors c'est fou, c'est-à-dire que le retour de Cochin, finalement, on le doit à Solzhenitsyn. Exactement. C'est grâce à... indirectement, si on veut, voilà. Donc la révolution bolchevique, elle vient de France. Et la contre-révolution, peut-être. Elle vient par la Russie, oui. Un mot à ajouter. Je voudrais remercier la personne qui s'appelle Denis Sureau, par lequel ces œuvres ont pu être collectées. Donc dans un livre qui s'appelle La machine révolutionnaire d'Augustin Cochin, préfacé par Patrice Guénifet. Ne vous faites pas effrayer, ne soyez pas effrayés par la grosseur du texte, du livre. En fait, il y a beaucoup de livres assez minces chacun et des lettres qui sont passionnantes. Et en fait, c'est une bombe. Il faut comprendre que pourquoi c'est une bombe ? Parce que c'est l'équivalent de passer derrière le décor et de voir quelle est l'entourloupe dans lequel nous sommes et dans laquelle on nous maintient avec ce système et qui fait qu'on est cocufié de septennat en septennat, de législature en législature et ainsi de suite. Quinquennat en quinquennat maintenant. Oui. Le sonneur, merci. C'est moi qui vous remercie. Je pense que Radio Franche a un boulevard devant elle. On sera écouté par de nombreuses personnes et que ça sonnera dans les consciences. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette émission. Si vous souhaitez réentendre le sonneur, n'hésitez pas à le dire, il sera ravi de revenir. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci à Radio Franche.